Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webcast. Les entreprises françaises et européennes n'ont plus le luxe de remettre à demain la question de leur souveraineté numérique. Réglementation en cascade, NIS 2, DORA, AI Act, Cyber Resilience Act, les tensions géopolitiques, les dépendances technologiques qui s'accumulent, la maîtrise des infrastructures numériques est devenue un sujet de conseil d'administration et pas seulement de salle de serveurs. Mais de quoi parle-t-on vraiment quand on parle de souveraineté ? D'hébergement, de logiciels, de composants, de puces? C'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui en compagnie de nos deux invités. David Seguedi de Red Hat. Bonjour David. Bonjour. Red Hat, rappelons-le, vous êtes le spécialiste des plateformes ouvertes et de cloud hybride. C'est exact. Et Jean-Laurent Philippe de Intel. Bonjour Jean-Laurent. Bonjour Sylvain. Intel qui est aussi, rappelons-le, le spécialiste des fondations matérielles et de sécurité hardware. Alors, messieurs, on parle beaucoup aujourd'hui, ces temps-ci, de souveraineté numérique, mais le sujet semble vraiment avoir changé de nature. Est-ce que c'est seulement un sujet d'hébergement de données, David ? Historiquement, c'était un sujet d'hébergement de données, de localisation géographique dans un pays, sous un régime juridique spécifique des données. On se rend compte que le sujet est un petit peu plus complexe aujourd'hui, parce que souvent, les données, pour qu'elles soient hébergées, ou pour qu'on y accède, ou qu'on les exploite, on a besoin d'un écosystème logiciel autour de ces données. Aujourd'hui, la souveraineté elle se déplace sur cet axe technologique, c'est-à-dire que dans l'ensemble de mon système d'information, mes briques technologiques qui me permettent de faire mon activité ou de gérer mon back-office, est-ce que j'ai la main, la visibilité sur ces composants ? Est-ce que j'ai capacité à en sortir ou à en changer ? Quelle est la souplesse que j'ai par rapport à cet aspect technologique ? Donc il est bien évident que côté Red Hat, l'open source pour nous est une réponse pertinente à tous ces éléments-là. D'abord parce que l'aspect transparence est intrinsèque à l'open source. On a accès au code, ça a des aspects extrêmement positifs sur l'aspect sécurité, on aura l'occasion de le réévoquer lors de cette session. Et dans le cadre d'une relation avec un éditeur, on a toujours capacité à passer sur des versions open source, sans support, communautaire, sur les mêmes briques technologiques. Donc c'est vrai que nous, c'est une réponse qu'on va mettre en avant par rapport à cet enjeu de souveraineté technologique. Oui. Et du côté de Intel, Jean-Laurent, La souveraineté, elle est importante parce que, comme le dit David, c'est les données où elles sont stockées, où elles sont traitées, et elles sont traitées sur des processeurs. Donc on sait qu'aujourd'hui, la souveraineté requiert que les données soient sécurisées. Elles ont toujours été sécurisées, ou depuis très longtemps sécurisées lorsqu'elles étaient stockées, lorsqu'elles sont en transit, mais on imagine assez bien que pour les traiter sur un CPU, elles vont aller dans la mémoire et qu'elles vont devoir être décryptées. Elles sont donc à risque à ce moment-là. Et il faut donc trouver des solutions pour minimiser ce risque. Intel a trouvé des solutions hardware, on y reviendra un petit peu plus tard, mais pour les utilisateurs, les décisionnaires, il faut qu'ils se posent la bonne question. Est-ce que mon hardware, est-ce que ma pile logicielle au-dessus du hardware, donc le hardware ça veut dire le CPU, mais aussi la carte mère, qui inclut plus ou moins le BIOS, les microcodes, des choses comme ça, est-ce qu'ils sont fiables ? On va essayer de répondre à cette question et montrer que Intel plus Red Hat conjointement sont capables d'améliorer cette sécurité et d'apporter des preuves de ça. Et pas seulement on signe un papier disant ça y est, on est à peu près bon, vous en faites pas. Non, ça ne marche pas. Très bien. David, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, la question des données, de la souveraineté, c'est aussi celle de pouvoir rapatrier ces données. Est-ce que la question de la réversibilité des données est-elle cruciale effectivement concernant la souveraineté ? C'est un des éléments capitaux, effectivement, l'aspect souveraineté, résilience opérationnelle, l'aspect souveraineté sur le choix des infrastructures sur lesquelles on va déployer son système d'information, et pas que l'aspect données, il y a l'aspect application qui consomme les données qui est extrêmement important. Et ça, c'est une demande forte de la part de l'ensemble des clients qui est impulsée principalement par soit un contexte géopolitique, soit des politiques tarifaires au niveau des fournisseurs
qui évoluent peut-être un peu trop vite par rapport aux responsabilités achats dans les groupes et qui ne leur permettent pas d'avoir suffisamment de visibilité pour faire leur capacity planning, mais aussi un aspect régulation, réglementaire. C'est-à-dire que certaines entités dans le monde de la défense, dans le monde public, dans le monde bancaire, peuvent être soumis à des réglementations au niveau européen, dans lequel on va retrouver cet aspect de réversibilité démontrable. C'est-à-dire c'est une chose de dire qu'on a capacité à sortir son système d'information et à le faire tourner ailleurs, mais la réglementation, on va parler de DORA notamment, on va parler de NIS 2, va demander des preuves et va demander que ces preuves soient mises à jour régulièrement. Donc ça, c'est un aspect aussi qui est extrêmement important pour les DSI actuellement. Ce côté pratique, on y reviendra. Et ce à quoi on assiste aussi aujourd'hui, c'est voir que le sujet de la souveraineté n'est pas seulement un sujet donc, de DSI, mais est un sujet qui est arrivé à la table des conseils d'administration. Qu'est-ce qui a changé pour qu'on en soit arrivé à ce stade? Le driver principal, historiquement, c'est l'aspect politique sur des grands groupes logiciels qui changent au niveau tarif, souvent à la hausse, ou au niveau de mise à disposition des logiciels. Il y a aujourd'hui une dynamique qui consiste pour les éditeurs à apporter beaucoup de choses sur le cloud, là où auparavant on avait toujours la possibilité de prendre un progiciel, de le déployer chez soi, dans son data center, ou de consommer une version cloud. Il y a un peu cette accélération où les nouvelles fonctionnalités, la nouvelle gamme va être essentiellement disponible sur le cloud. Donc ça, cette dynamique-là déjà, elle est assez ancienne et elle se confirme, accompagnée de politiques tarifaires qui sont peut-être moins visibles. Quand on est uniquement sur le cloud, quand on fait uniquement du on-demand, ce n'est pas forcément la même chose que d'avoir une visibilité à l'année sur un parc logiciel. Et donc ça, c'est quelque chose qui a impulsé cette nécessité de dire quelles sont mes alternatives. Est-ce que j'ai toujours capacité à faire du cloud privé sur des infrastructures que je manage? Et si je ne suis pas en capacité de le faire, comment je réduis ce risque? Donc ça, c'est vraiment l'aspect historique. L'autre aspect que j'ai brossé assez rapidement tout à l'heure, c'est l'aspect réglementaire, qui consiste à dire l'Union européenne a ce constat de politique au niveau des grands éditeurs, souvent américains, sur l'aspect logiciel. Il y a aussi des problématiques de souveraineté, de sécurité. Et donc il y a une volonté de l'Union européenne de structurer ces sujets-là par le biais de la régulation, qui est notre plat signature au niveau Union européenne, c'est notre capacité à sortir de la régulation, mais pour le coup de manière assez opportune et dont s'inspirent d'autres entités. Notamment la partie GDPR pour la protection des données a été impulsée par la partie Europe et puis reprise en tant que cadre dans d'autres pays. Et donc à la fois sur les organisations d'importance vitale, quand on a un grand fournisseur énergétique, un fournisseur médical, une banque, un ministère, il faut que le service tourne. Il faut que l'électricité continue à être délivrée. Et donc l'Union européenne se dit il faut que je mette en place un certain nombre de règles par rapport à ces organisations pour garantir que le service est toujours disponible et qu'en cas de défaillance d'un très grand acteur du monde logiciel, pour tout un tas de raisons, il y ait des alternatives, il y ait un plan B. Donc ça, c'est vraiment ces deux dynamiques-là sur lesquelles on reviendra qui font que le débat est parti des data et est revenu sur quelque chose de beaucoup plus large. Oui, et on a vu aussi que, en fait, les COMEX, les conseils d'administration se sont emparés de l'IA. Ouais. Mais alors, c'était une hype, il fallait avoir de l'IA. Qu'est-ce que ça a créé comme problème? Pour faire de l'IA, il faut des données. Il faut les traiter. Donc, forcément, ça peut faire des investissements importants. OK, donc c'est très très bien que ce soit le conseil d'administration qui s'en empare et non pas que les utilisateurs finaux. Mais ça crée un problème parce qu'il faut faire des investissements importants. Or, on voit qu'il y a des problèmes d'approvisionnement qui ont été vus pour les premières fois au tout début de la crise du Covid. On en est sorti très très bien. Et puis aujourd'hui, on retrouve à nouveau des problèmes d'approvisionnement. Ces problèmes d'approvisionnement font que s'il n'y a pas le bon matériel à disposition au bon moment, les projets dérivent. Donc, effectivement, ça touche l'entièreté de la solution et de la vie de l'entreprise. C'est ainsi qu'on se rend compte que finalement, une puce ou une capacité, parce qu'on l'a vu ça, on a vu la pénurie d'un certain élément bloquer la chaîne d'approvisionnement de fabrication des serveurs. Donc, ils ne sont pas livrés.
Donc, le projet ne peut pas commencer et ça pose un problème à l'entreprise. Donc, et la puce est un sujet de COMEX, si on devait Absolument. résumer. Maintenant, oui, Pour vous, comme un grand nombre d'éléments, mais ça fait partie de discussions, tout comme la sécurité et la notion de open source, de réversibilité. Ça n'est plus qu'un problème de DSI, c'est un problème du conseil d'administration. Alors justement, vous avez parlé des DSI, là on vient de parler des COMEX. Comment rendre concret pour les DSI cet aspect de souveraineté numérique, David? Tout à fait. Donc c'est un débat qui est assez fréquent, comme vous l'imaginez, lorsqu'on est amené à rencontrer des DSI, que ce soit en France ou dans des pays de l'Union européenne notamment. Le premier point, c'est d'avoir une bonne compréhension en tant que DSI du cadre réglementaire dans lequel on se situe par rapport à l'activité, par rapport au métier de l'entreprise. Parce que souvent, c'est quelque chose qui est vu vraiment un petit peu en vue d'avion, de très loin, avec peut-être des jalons qu'on va beaucoup associer à la partie audit. On va dire c'est l'audit. De la même manière qu'on audite les comptes ou la compta, ça rentrera dans le même cadre. Sauf que des éléments d'audit vont devoir être fournis par la DSI. Et donc, il faut se mettre en ordre de marche pour fournir ces éléments-là. Donc le premier point, je dirais le plus simple, c'est est-ce que je suis soumis à NIS2 en tant qu'organisation d'importance vitale, à DORA parce que je suis dans le monde bancaire, au Cyber Resiliency Act parce que j'interagis dans l'écosystème logiciel et je monétise ce logiciel par rapport à des clients finaux. Donc ça, cette compréhension-là et la mise en place d'un plan projet derrière au sein de l'entreprise, c'est extrêmement important. Si on n'est pas dans ce cas-là, on pourrait croire qu'on a plus de temps et on est tiré d'affaire. C'est un peu plus complexe que ça parce que souvent, en tant qu'entité, si on n'est pas soumis directement à ces réglementations, on va interagir avec d'autres entités, d'autres groupes qui, elles, le sont. Ouais. Et donc, pour donner un exemple, je peux être un grand organisme public, j'utilise du logiciel, donc je ne suis pas soumis au Cyber Resiliency Act. En revanche, j'ai un fournisseur qui, lui, me fournit un logiciel très important pour gérer des éléments importants pour tous les citoyens français. Lui va devoir me donner des comptes. Donc on va avoir la compréhension de ces mécanismes-là et du type d'éléments d'audit, de preuves que je peux demander à mon fournisseur, ne serait-ce que pour cet aspect-là, c'est important. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que d'un point de vue bonne pratique, tous ces acteurs-là, qui sont quand même assez qualifiés, se disent « Ok, je ne suis pas soumis à cet aspect conformité, mais quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les bons éléments que je devrais mettre au sein de mon système d'information, ne serait-ce que pour gérer l'hygiène des données, gérer la sécurité. Ça ne peut pas faire de mal que de s'inspirer de ce qui est demandé par ailleurs par l'Union européenne. Oui, dans les secteurs régulés, sensibles. Oui, tout à fait. Et donc, pour rebondir sur ce que David vient de dire, la sécurité des données, elle va être en tout premier assurée par le processeur lui-même, qui va avoir de la sécurité. La sécurité qui auparavant était fournie de façon logicielle, elle est attaquable d'une certaine manière. Si on met la sécurité directement dans le silicium, c'est nettement plus compliqué de la compromettre. Donc, assurer la sécurité des données requerrait de façon assez logique que le processeur lui-même, que la carte mère, soit sécurisée, soit fiable, que ce soit prouvable. Et c'est pour ça que dans les processeurs Intel, on intègre de la sécurité avec des technologies comme TDX, Trusted Domain Extensions, qui permettent de garantir la sécurité des données et des machines virtuelles. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Il y a un deuxième élément, je pense, qui est relativement important pour la souveraineté numérique des DSI. Et c'est un problème qu'aujourd'hui, on rencontre systématiquement dans toutes les entreprises lorsqu'on veut embaucher des compétences IA. On a un problème de disponibilité des compétences. Alors, je parle de l'IA tout simplement parce que IA égale beaucoup de données, égale beaucoup de calculs, et donc ça va être réintégré, ou c'est déjà réintégré, dans le problème de la souveraineté de l'entreprise. Et donc, on va avoir aussi besoin, comme le disait David tout à l'heure, de comprendre l'environnement complet. Un DSI et ses équipes doivent comprendre l'environnement, comment les régulations fonctionnent, comment les fournisseurs fonctionnent, qu'est-ce qu'on doit à nos clients, etc., etc. Donc ces compétences
de souveraineté et ces compétences d'IA vont être, à mon avis, un problème auquel seront confrontés les DSI assez rapidement. Donc il y a vraiment une véritable nécessité de cartographier en fait l'ensemble de l'écosystème dans lequel le DSI, la DSI se trouve dans son Absolument. secteur. Et d'identifier ce qu'on a aujourd'hui, ce dont on aura besoin demain et après-demain, parce que former les gens, ça peut prendre du temps. Alors, justement, si vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de souveraineté, c'est que la complémentarité de vos approches répond à ces enjeux. En quoi précisément elle répond à ces enjeux? Jean-Laurent, par exemple. Tout à fait. Alors, on va commencer par... je me jette dans la fosse au lion. Forcément, on commence par le hardware qui est au plus bas de la solution, de la pile. Donc, les processeurs, ils doivent fournir de la performance. Ils doivent fournir de la performance avec une consommation énergétique maîtrisée. C'est le cas. Intel fournit des très très bons processeurs. On vient d'annoncer le Xeon 6 Plus à Computex qui est extraordinaire. Il faut qu'ils supportent la sécurité. Ça, j'en ai déjà parlé. TDX, Trusted Domain Extension, est une technologie qui est dans le processeur et qui est utilisable et utilisée par les solutions Red Hat. Et puis, tout ça permet de faire le confidential computing, qui est une notion technologique qui consiste à aller vers des solutions où, alors, confidentiel, ce n'est pas parce que c'est réservé à certains, c'est parce que c'est sécurisé. Confidentiel dans le sens sécurisé. Confidentiel défense, etc. Donc, c'est la notion de confidentiel à ce niveau-là. Et donc, c'est très bien d'avoir des petits crochets à l'intérieur du processeur auquel on se raccroche pour pouvoir faire quelque chose. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir une solution au-dessus qui est directement utilisable et que Red Hat met à disposition des utilisateurs en cachant la complexité de cette solution sécurisée, dont on verra un petit peu plus tard quand on en parlera, qu'elle est facilement déployable et qu'elle n'a pratiquement pas d'impact sur les performances. Alors que normalement, la sécurité, ça veut dire encrypter, décrypter, prendre énormément de temps de calcul et donc perdre en performance et potentiellement en TCO. David, vous vouliez ajouter? Oui, j'ajouterais quelque chose, c'est que cette notion de confidentialité, c'est-à-dire de chiffrement des applications qui tournent sur les plateformes, ça vient aussi d'une dynamique qu'on n'a pas forcément évoquée, qui consiste à comprendre que la souveraineté, c'est quelque chose de très positif, mais ça a un coût. C'est-à-dire que qui dit rajouter des nouvelles règles de sécurité, des nouveaux modèles opérationnels, fait que le coût d'exploitation de ces plateformes devient important. Et donc on va souvent basculer sur des phénomènes de mutualisation, c'est-à-dire qu'on va ramener plusieurs entités, plusieurs métiers, plusieurs clients finaux au sein de la même plateforme. Et ce type de mécanisme qui était évoqué par Jean-Laurent, le fait de faire du TDX, c'est de garantir que chacun dans sa propre enveloppe étanche avec zéro capacité de fuite de données client à client. Ça fait qu'au-delà de la beauté du geste technologique que je salue, il y a un vrai besoin de la part des clients contractuellement de dire si je suis une grande banque et j'ai plusieurs caisses, ou si je suis un cloud provider et j'ai plusieurs clients finaux, contractuellement, soit je dédie un data center à chacun des clients, mais d'un point de vue économique, c'est quand même un petit peu compliqué, ou bien je mutualise, comme le font tous les hyperscalers, mais en plus je rajoute cette garantie que dans le pire des cas, un client final ou même mon opérateur en interne, parce qu'en termes de sécurité, l'aspect social hacking est quand même souvent le vecteur premier. La personne, voyant les applications des clients finaux sur les plateformes, n'aura pas capacité à accéder aux données. Donc c'est ça aussi une des raisons, une des genèses de cette fonctionnalité. Elle vient aussi de ce cas d'usage, pour le raccrocher un petit peu à un cas d'usage concret. Concret. Très bien. Justement, restons dans le concret. David, vous avez évoqué un certain nombre de secteurs qui sont vraiment exposés à ces enjeux de souveraineté. Quels sont-ils plus précisément? Vous avez évoqué la santé, oui. le domaine bancaire. Alors il y a vraiment, je dirais historiquement, tous ceux qui sont dans un espace réglementé. Donc on a cité effectivement la partie santé, on a cité la partie ministère, la défense, les grandes entreprises énergétiques. En France, on a l'ANSSI qui a qualifié la terminologie d'OIV, d'organisation d'importance vitale. Donc tout n'est pas OIV.
Mais quand on regarde par exemple la partie NIS 2, la partie NIS 2 reprend un peu ce concept d'importance vitale en l'élargissant de manière assez importante. Et en gros, pour résumer, pour les spectateurs, c'est un service qui est rendu à des citoyens, comme vous et moi, qui doit continuer à tourner. J'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'électricité, j'ai besoin de pouvoir tirer du liquide au DAB ou de payer simplement mes courses. Ces services-là, au-delà de l'aspect trivial, sont considérés comme importants parce que s'ils ne sont plus là, il y a quelques petits désordres de fonctionnement. On l'a vu il y a quelque temps avec... ça s'est passé effectivement. Et puis je crois que c'est au Portugal qu'il y a eu des problèmes sur la partie paiement pour un problème énergétique, c'est-à-dire qu'il y avait une perte énergétique, une perte de capacité de production énergétique qui a fait basculer de mémoire des applications. Et donc, on n'avait plus de capacité à faire des paiements. Donc là, c'est des cas concrets. Donc il y a vraiment ce glissement qui consiste à dire qu'il y a beaucoup d'organisations qui vont être soumises à cet aspect réglementaire. Donc ça, c'est l'aspect simple, on va dire. L'autre chose qu'on voit de plus en plus, c'est d'un point de vue étatique, gouvernement, au niveau Union européenne, de dire, en tant qu'État, j'ai des ministères, j'ai des organismes, j'ai des mairies, donc je mets à disposition des services liés à l'informatique ou des services digitaux à mes citoyens. Historiquement, c'est beaucoup sur du cloud public, souvent américain, où c'est un petit peu dispersé. Et il y a cette prise de conscience qui consiste à dire, si je gère des pièces d'identité, je gère des cartes vitales, des permis de conduire, des cartes grises, pas qu'en France, dans tous les pays, ce serait pas mal de le faire sur des plateformes qui cochent un certain nombre de cases en termes de souveraineté. Donc on entend parler de l'EUCS. En France, c'est le Secnum Cloud qui est bien connu. Il y a son évolution au niveau européen qui est la partie EUCS. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Le dernier aspect, c'est vraiment l'aspect, évidemment, on ne sera pas surpris sur l'aspect banque, réglementaire, amende. C'est-à-dire qu'il y a une réglementation qui est en place avec un jalon en termes de temps, au-delà duquel des amendes sont mises en place. La partie GDPR, c'était le cas. Donc souvent, c'est très incitatif. C'est malheureux, mais souvent, l'aspect réglementation, amende permet une mise en œuvre rapide. Marche toujours. Et donc, effectivement, dans le secteur banque-assurance, c'est un driver important, ce qui fait qu'ils sont un petit peu plus en avance que les autres organisations qu'on a évoquées, à cause de cet aspect réglementaire qui doit être mis en place. Et ça nous a permis aussi, parce qu'on échange beaucoup avec ces clients de manière un petit peu transverse, de mettre à l'épreuve du réel l'aspect preuve auditable. Parce que dans toutes ces réglementations, il ne s'agit pas de dire voilà, je suis en conformité à un instant T et puis c'est bon pour les 10 ans qui viennent. C'est quelque chose qui doit être challengé régulièrement, revalidé régulièrement, testé. Et donc le format de ce qu'on doit mettre à disposition pour les clients par rapport à nos plateformes, nos logiciels, notre matériel, c'est des choses sur lesquelles on a mis des coups de tournevis de manière à bien ancrer dans le modèle et que ça leur serve vraiment à avoir cette notion de preuve auditable. Oui, effectivement, le secteur public, les gouvernements, ce que le gouvernement nous fournit, tout ce qui est institutions financières, la santé, mais aussi les entreprises. Les entreprises, elles ont de l'IP, de la propriété intellectuelle, et ça, c'est important. Donc, il faut absolument se refocaliser sur suis-je bien en sécurité dans mon environnement de travail? Alors la réponse est oui partout. Sauf qu'il n'y a pas très longtemps, on s'est rendu compte que malgré toutes les solutions qui étaient mises en place pour éviter des fuites de données involontaires ou des fuites de données volontaires, dans ce cas-là, on appellerait ça une taupe, très très simple. Et ça ne s'applique pas que dans les secteurs sensibles, dans les secteurs très sensibles de la défense ou d'autres, mais des taupes, il y en a aussi dans les industries. Et on a fait un test qui était super intéressant et qui a laissé pantois un certain nombre de personnes. Un opérateur qui est bien évidemment un employé de la société est au-dessus de tout soupçon jusqu'à ce qu'il y ait une taupe. Et donc, s'il y a une taupe, qu'est-ce que cette taupe peut faire? Elle peut extrêmement simplement faire un dump de la mémoire. Si on est bien protégé, les données vont quand même être décryptées en mémoire. Et si on fait un dump et qu'on sait ce qu'on cherche, on peut le trouver. On l'a montré. Nous, on l'a montré.
Je suis désolé, je ne peux pas donner les exemples, Bien sûr, mais bien c'était sûr, un truc qui fait froid dans le dos. D'accord. Ouais. Or, il suffirait tout simplement d'exécuter cette VM dans un environnement Red Hat qui supporte TDX. Et d'un seul coup, même si l'opérateur a le droit de faire un dump de la mémoire est encryptée pour l'opérateur. Elle est décryptée pour la VM parce qu'elle a demandé une attestation pour pouvoir décrypter sa mémoire, les données qui vont être mises en mémoire. Mais l'opérateur, lui, n'a pas cette attestation. Il ne peut pas l'avoir. Il ne peut pas l'avoir. C'est une tierce partie qui lui donne. C'est impossible d'appeler en demandant l'attestation. Et donc, dans ce cas-là, ça y est, on a une solution qui est très peu coûteuse. Je parlais tout à l'heure que les performances étaient pratiquement inchangées. On parle de 2-3% maximum de coûts de performance pour avoir une sécurité encore plus élevée et relativement très simple à mettre en place. Allons-y, allons-y. Ouais. Donc, en s'attaquant effectivement aux comportements frauduleux d'humains qui peuvent intervenir dans n'importe quel secteur Bien évidemment. Régulé. Et tout ceci pour dire aussi que s'il y avait une attaque logicielle, là, elle ne serait pas humaine. La mémoire est de toute façon encryptée. L'attaque ne pourra pas avoir l'attestation, donc ne pourra pas non plus extraire des données lisibles. Pourra éventuellement extraire des données, mais illisibles. Très bien. Ouais. Sauf peut-être si on est capable, avec de la technologie post-quantique, de casser ces données. Et donc, une petite digression, un petit aparté pour dire, dès aujourd'hui, encryptez vos données lorsqu'elles sont stockées ou en transit. Pas besoin sur le calculateur parce que c'est géré séparément. Encryptez-les avec des moyens d'encryption post-quantiques. Ils existent, ils sont résistants au calcul quantique. Si ces données sont utilisées ou ont de la valeur dans 10 ou 15 ans lorsque le quantique sera à même de les casser, eh bien, si elles sont encryptées dès à présent, elles seront résistantes à ces solutions post-quantiques. Ça existe partout déjà, ça. Donc, mettez-les en place. Vous avez le temps, mais faites-le. Jean-Laurent, là, vous nous projetez dans le futur, mais on y reviendra peut-être au terme de notre entretien. Mais avant cela, j'aimerais évoquer un dernier aspect avant qu'on ne conclue cet entretien. C'est donc l'IA, vous l'avez évoqué. L'IA s'est introduite de manière massive à tous les niveaux des organisations et des entreprises. Et au niveau de la souveraineté, l'Europe s'est emparée de ce sujet avec l'AI Act, qui a introduit la notion d'explicabilité de l'IA. Qu'est-ce que ça change concrètement pour les DSI? Alors c'est assez impactant, je le mettrais au même niveau que l'aspect GDPR sur la partie data, parce que si on met un service d'IA type chatbot en face d'un citoyen européen, ça veut dire que demain, quand ce sera mis en œuvre, on devra avoir une notion de gestion, de classification de risque par rapport à la technologie qu'on utilise, parce que tout l'AI Act est articulé au-dessus de cette notion de classification de risque. Et le sous-jacent de cette classification de risque, pour déterminer est-ce qu'on est sur un composant risqué ou non, il va falloir savoir de quel modèle on parle. Les paramètres en termes de modèles sont-ils ouverts ou non quand on parle de modèles à 100 milliards de paramètres, c'est ce dont on parle. Est-ce que ces 100 milliards de paramètres sont visibles et auditables? Les données qui ont permis d'entraîner ces paramètres, ces poids dans le modèle, quelles sont-elles? Quelles ont été les méthodes pour faire le tuning? Donc tous ces éléments-là doivent être mis à disposition. Donc là encore une fois, les modèles type open source sont une réponse opportune par rapport à des approches un petit peu plus boîte noire en mode SaaS sur le frontier module, qui sont quand même importantes parce que c'est ça qui drive, je dirais, l'aspect technologique, mais cette déclinaison côté open source pour des besoins classiques est aussi intéressante. Et encore une fois, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est quelque chose qui va être auditable dans le temps. C'est-à-dire que je mets en place un chatbot avec un modèle, tous les 6 mois, un auditeur est en situation de me demander qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ça. Et l'autre aspect qu'on n'a pas forcément évoqué, mais qui est lié spécifiquement à l'IA, c'est la notion de garde-fou, de guardrails en anglais, qui consiste à dire, d'une part, un citoyen qui peut être un peu fragile
personne âgée ou malade posant une question, se faisant insulter pour tout un tas de bonnes raisons, ça peut créer peut-être un trouble qu'elle n'attend pas, parce qu'elle pose une question médicale et elle va avoir une réponse qui ne lui convient pas, ou complètement à côté de la plaque. Donc ça, c'est un aspect de guardrail, c'est-à-dire quand on tape un prompt, on fait une demande, on va formater un petit peu ce qui sort en termes de réponse. Donc ça, c'est la partie sympathique. L'autre partie qui est beaucoup plus problématique, c'est la partie injection. C'est-à-dire que tous ces modèles, tous ces LLM peuvent servir de vecteurs. Il y a eu pas mal d'exemples, notamment aux États-Unis, sur des fast-foods, où on peut poser un modèle, plutôt que de commander un paquet de frites, lui demander de calculer un gradient de descente en termes de calcul mathématique. Donc vraiment cette notion de dire ce modèle, on va le cantonner dans un usage qui, à la fois en termes de sécurité et à la fois en termes d'exposition par rapport à un citoyen lambda, ne pose pas de souci. Soit on consomme une solution en mode SaaS, en mode cloud, avec quelque chose sur étagère, donc on est content de ce qui est mis à disposition et des preuves, des attestations qu'on met en place, soit on veut un contrôle, et c'est souvent le cas par rapport aux grands organismes publics, et on va se diriger vers ce type de technologie. L'explicabilité, c'est effectivement être ouvert. On a parlé d'open source, open, et donc ça veut dire donner des informations qui vont confirmer qu'on a bien fait ce qu'on a dit qu'on allait faire et qui donnent de l'assurance et de la confiance en ceux qui nous écoutent ou qui utilisent nos produits. La sécurité, c'est un des éléments critiques pour ça. Et depuis très longtemps, Intel a décidé d'être extrêmement ouvert du côté des problèmes de sécurité. On a tous les mois une communication qui dit voilà ce que nous, Intel, ce que la communauté, ce que les utilisateurs nous ont fait remonter comme risque de sécurité. D'accord. Et ABI Research, en 2024, a publié un rapport qui montre que 96% des découvertes de failles de sécurité ou de failles de sécurité possibles ont été remontées par Intel. Intel n'a absolument aucun problème au contraire, on les cherche, les failles de sécurité, pour les régler avant qu'elles soient utilisées. Et donc, plus on en parle, plus avec Red Hat, avec la communauté open source, on peut trouver des solutions qui vont pallier à ces problèmes. Donc, être open, travailler avec Red Hat pour faire du open source, sur lequel on voit le code, comme le disait David, etc., c'est ne pas avoir une boîte noire de laquelle on se méfiera de toute façon. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Donc justement, c'est le dernier aspect que je souhaitais évoquer avec vous, celui de la sécurité, fait pleinement partie intégrante de la souveraineté. Comment ces deux notions s'articulent-elles l'une par rapport à l'autre, David? C'est un élément extrêmement important, ça l'était déjà pour toutes les raisons qu'on a explicitées, du moment qu'on n'avait que des humains, entre guillemets, dans la boucle. Ouais. Ça devient un aspect assez problématique et qui, je pense, va faire évoluer la notion et les enjeux de souveraineté qui sont liés à l'aspect agentique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on était sur des humains, sur des hackers, sur des ingénieurs logiciels, soit dans les labos, soit à l'extérieur, qui faisaient des tests de pénétration de manière assez classique, qui regardaient sur les forums le code, qui étaient des développeurs qui faisaient tout à la main. Vous n'avez pas échappé que l'aspect IA, l'aspect agentique a fait complètement exploser ce modèle d'un point de vue logiciel. Il y a aujourd'hui une majorité de code qui est généré par des intelligences artificielles, des assistants au codage. Et ce mécanisme-là fonctionne dans l'autre sens, c'est-à-dire que ces agents ont capacité à prendre une multitude de composants logiciels et à faire des corrélations qui auraient pris beaucoup de temps à un humain auparavant, à faire des combinatoires et à détecter des failles. Et donc, il y a eu des annonces de grands acteurs américains de l'IA récemment sur le fait de dire que l'open source est extrêmement exposé à ça et que leurs modèles ont détecté un certain nombre de choses très problématiques. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on a pris en compte en tant qu'éditeur logiciel, d'une part parce que c'est notre responsabilité, et d'autre part parce que c'est une inquiétude forte de la part de nos clients qui consiste à dire j'ai contractualisé avec un acteur leader de l'open source. Est-ce que cet aspect sécurité, cet aspect support, comment va-t-il évoluer dans le temps? En gros, est-ce que c'est toujours utile de donner de l'argent à Red Hat dans le contexte actuel? Et donc,
on a dû moderniser notre chaîne logicielle, notre aspect ProdSec, notre aspect gestion de la sécurité. Donc il y a eu vraiment une combinatoire entre l'ingénierie et la RSSI qui consiste à dire on va capitaliser sur ces outils pour faire de la détection. Donc ce qui a passé en travers des mailles. Bon, Red Hat détectait quand même beaucoup de choses auparavant. Il ne faut pas croire que ça a été complètement révolutionnaire. Juste pour refaire un aparté là-dessus, sur cet outil dont tout le monde a entendu parler probablement. Ce qui a été détecté en termes de failles, c'est surtout sur des code base, sur des logiciels qui n'est pas ou peu maintenu. Les très grands acteurs de l'open source étaient déjà relativement propres. Et donc quelques éléments ont été détectés, mais rien de problématique. Par contre, nous, comme c'était évoqué par Jean-Laurent, on a un certain nombre de sévérités, de failles qui sont découvertes chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et nous, notre courbe est exponentielle, c'est-à-dire qu'on a à peu près effectivement 10-20 000 aujourd'hui par mois, et on a une trajectoire à 50, 60, 100 000 à cause de ces outils. Donc ce qu'il a été décidé de la part de Red Hat, c'est de prendre ces outils pour la détection, mais de laisser, et ça c'est un élément extrêmement important, l'humain dans l'aspect triage. C'est-à-dire, une fois qu'on a détecté un problème, plutôt que de relancer toute cette information à un autre modèle IA et s'en laver les mains pour que les corrections soient faites, l'humain reste essentiel dans la boucle pour voir est-ce que c'est quelque chose de pertinent. Je vais prendre un petit exemple pour vos éditeurs. Si j'ai un conteneur qui fait tourner une application web classique et que j'ai une faille qui est liée à un driver d'impression sur le conteneur, ça va ressortir dans les alertes. Est-ce vraiment réaliste? Est-ce qu'on peut se trouver dans une situation où un conteneur web aura un driver? Short exemple, c'est un exemple réel qui était sorti chez un client. Donc, ce qui est très important pour nous, c'est les investissements pour moderniser l'aspect usine logicielle, le triage humain, l'aide quand même au niveau code assistant, au niveau de la remédiation, parce que ça va créer un volume qui fait qu'on a beau effectivement avoir sur ce programme spécifique à peu près 20 000 personnes qui vont être affectées avec un investissement de 5 milliards de dollars. Pour autant, l'humain, c'est ce qui va faire la différence. C'est-à-dire que dans un framework tel que celui-ci, si on met un agent qui discute avec un agent qui discute avec un autre agent, on risque de perdre le fil. Donc voilà, c'est ça un peu ce qui risque de changer la souveraineté et qui fait que identifier les bons acteurs de souveraineté, encore une fois, je suis un petit peu biaisé parce que je travaille chez Red Hat sur ce sujet-là, mais je pense que c'est des investissements qui vont permettre de mettre des vraies réponses en face par rapport aux questionnements que peuvent avoir les organisations. Très bien. Du côté d'Intel, la question de la sécurité, c'est aussi une question de souveraineté. Absolument, absolument. Une entreprise ne peut fonctionner correctement que si elle fait confiance aux fondations sur lesquelles elle repose et sur lesquelles elle fait reposer son activité. Une des fondations, c'est bien évidemment les données. Donc on a vu et on a beaucoup parlé de la sécurité des données, des logiciels, de tous ces éléments-là. Mais tout ça repose aussi sur du matériel. Donc il faut que le matériel soit sécurisé. Alors, il faut qu'il soit sécurisé physiquement, bien évidemment. Mais ça, on n'y revient pas. On fait l'hypothèse qu'ils sont dans des endroits où personne n'a accès. Mais il faut aussi que ces matériels donnent toute capacité à sécuriser les applications qu'ils vont exécuter. C'est pour ça que depuis très longtemps chez Intel, systématiquement, on intègre de plus en plus de solutions de sécurité à l'intérieur du matériel, à l'intérieur de nos processeurs. On appelle le sécurité by design. Voilà, c'est ça, sécurité by design. Et ça permet bien évidemment de garantir, non pas 100%, mais d'améliorer génération après génération les capacités de sécuriser les données et les applications. Et puis, il y a autre chose qui est assez important aussi, c'est qu'on parle de souveraineté ici. La souveraineté, on a parlé il y a un petit moment de l'approvisionnement, mais on sait aussi qu'il y a des tensions géopolitiques qui font qu'il est quand même relativement intéressant de pouvoir produire les choses localement. Et Intel, depuis plus de 30 ans, a investi dans l'Union européenne en ayant plusieurs grosses usines en Irlande, donc dans l'Union européenne, ce qui fait que c'est là, aujourd'hui, qu'on produit nos Xeon 6. Et que ce soit à l'intérieur de l'Union européenne, c'est aussi une amélioration de la souveraineté européenne. Très bien. Messieurs, on arrive au terme de cet entretien qui a été très riche et très passionnant. J'ai envie de
comme vous le faisiez tout à l'heure, Jean-Laurent, de nous projeter à 4-5 ans. Si on devait refaire si on devait se revoir dans 4-5 ans, qu'est-ce qui, selon vous, aura changé dans l'écosystème de la souveraineté? David. Alors, je pense que ce qui aura changé, parce que c'est ce qu'on observe déjà aujourd'hui avec des initiatives, des programmes qu'on peut avoir avec des nouvelles entités, de nouvelles organisations, il y aura d'autres acteurs, notamment dans le monde de la fourniture du cloud souverain au niveau européen, qui ne sont pas forcément en visibilité du grand public ou des DSI actuellement. Il y a des acteurs qui commencent à se positionner sur ce sujet-là avec des gros investissements et qui vont mettre en avant tout ce qui a été évoqué auparavant, l'approvisionnement, c'est-à-dire la mise à disposition pour des clients qui ont besoin de ressources pour démarrer un projet, qui n'ont plus la capacité à faire ça en interne, soit pour des raisons de coût simplement ou de disponibilité, et l'aspect écosystème logiciel. Donc ces deux choses vont faire que le paysage va changer. Il y a des écosystèmes logiciels, espérons celui de Red Hat, on travaille fortement pour ce faire, vont avoir une traction de plus en plus forte. On va comprendre que l'open source n'est utilisable dans un cadre de souveraineté qu'accompagné d'un corpus de sécurité, qui est un framework de sécurité extrêmement complet. Et ce qu'on voit, on a déjà ce questionnement avec les grands clients. Je pense que le client demain, au-delà de l'aspect souveraineté, aura la capacité à dire, pour une application donnée, je vais travailler chez un fournisseur A, B, C ou D. Et c'est cet élément technologique, alors x86 d'un côté avec Intel, et puis OpenShift, Kubernetes, Container de l'autre, qui va faire ce lien et qui va me permettre de dire les GPU sont moins chers ici, ou l'énergie est plus avantageuse à cet endroit, et va donner beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus d'air dans le capacity planning pour les clients. C'est un peu la trajectoire qu'on voit. Je pense que du côté d'Intel, bien évidemment, on va continuer, et j'en suis sûr, à améliorer les algorithmes qu'on intègre dans les fonctionnalités de sécurité à l'intérieur des processeurs. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'avec l'IA qui prend une importance très grande, il y a souvent besoin d'un accélérateur qui est déconnecté du processeur, plutôt qui n'est pas à l'intérieur du processeur, même si dans un grand nombre de processeurs Intel, il y a déjà des accélérateurs pour l'IA. Mais on sait aussi que quand on veut faire de l'IA en masse, il faut avoir un accélérateur, soit pour faire de l'entraînement, soit pour faire de l'inférence. Et avec des technologies comme TDX Connect, on va étendre du processeur à l'entité processeur plus accélérateur cette notion de sécurisation des données au moment où elles sont exécutées, de manière à ce que même à l'intérieur de la mémoire de l'accélérateur, qu'on va appeler GPU mais qui peut être autre chose, ces données soient là aussi inaccessibles de façon décryptée pour un opérateur ou pour un malware. Donc, je pense que c'est ce vers quoi on va aller assez rapidement. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Jean-Laurent, merci beaucoup David de nous avoir éclairé sur les enjeux de souveraineté numérique qui se posent aujourd'hui et dans les prochaines années. Merci à vous. Merci beaucoup Sylvain. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain webcast.